Merci aussi pour l'invitation. Et puis, oui, comme Célia l'a dit, voilà, elle vous a indiqué un peu quel était mon parcours. J'ai terminé le doctorat à l'UQAM en études et pratiques des arts, c'est le nom du doctorat. Et je pense que c'est important quand même de vous indiquer la manière dont on travaillait au sein de ce doctorat-là. C'est théorie et pratique des arts, et c'est depuis ce type de recherche que aujourd'hui, moi, je vais vous parler. Donc, je ne vous parlerai pas depuis, disons, un rapport à l'histoire de l'art ou à l'image de l'art qui est en lien uniquement à l'histoire, mais c'est un rapport qui s'établit de manière interdisciplinaire. Donc, j'ai recours à plusieurs autres disciplines pour parler de l'image de l'art. Et quand je dis parler, c'est vraiment interpréter l'image de l'art. Donc, je ne vais pas analyser des œuvres, je ne présenterai pas une étude de cas. Je vais vraiment vous donner une interprétation depuis la voix de l'artiste. Oui, je suis une artiste en performance. Donc, je ne sais pas si tout le monde est très au courant de ce qu'on nomme art-action ou performance, mais dans le domaine de l'art expérimental, la performance est une forme d'art dans laquelle le corps de l'artiste est présent et réalise une action durant un temps et un espace donné. Donc, ce sont des formes d'art totalement expérimentales qui essayent de voir autrement le rapport au monde, le rapport à l'autre, au public, et évidemment donc aux questions de type contextuel, étant donné que le temps et l'espace sont des éléments extrêmement importants pour ce genre de pratique. Donc aujourd'hui, je vais vous parler précisément du comment certains artistes de performance réalisent ce que moi je dis, ce sont des tactiques de résistance, et plus précisément de résistance à l'exclusion dans ce cas-ci. Je vais vous présenter plusieurs pratiques réalisées par des artistes provenant de divers endroits du monde, et on va, disons, examiner, regarder de près les formes qu'ils nous proposent en essayant de créer une sorte de si vous voulez, interprétation, comme je vous le disais, de type plutôt poétique et non pas analytique. Alors, commençons par ce texte-ci qui est en anglais. C'est important de le présenter en anglais parce que c'est un artiste mexicain, d'origine mexicaine, Guillermo Gómez Peña, qui l'a créé. Et c'est un artiste mexicain qui a travaillé depuis son expérience de migration. Une expérience de migration qui au début était de type illégal et qui avec le temps, c'est devenu légal. C'est donc un Chicano. Le Chicano, c'est un Mexicain qui habite aux États-Unis présentement, donc il habite à San Francisco. Et c'est depuis cette expérience-là de la migration qu'il a construit toute une pratique qui réfléchit sur les questions identitaires, évidemment, et les questions identitaires en relation aux questions géopolitiques. Donc, je vous présente tout d'abord ce texte qu'il a écrit. Lui, il travaille souvent le texte en travaillant, en fait, en utilisant le Spanglish. Le Spanglish, c'est un mélange d'espagnol et d'anglais. Donc, c'est très important quand même de vous le dire, parce que vous allez voir tantôt, je vais vous présenter une vidéo. Lui, il va parler en anglais et il y aura des moments où l'espagnol va intervenir. D'après lui, comme vous voyez, il nous donne donc il nous présente sa topographie, n'est-ce pas, la manière dont il perçoit la division dans le monde de certains espaces qui sont donc qui construisent à sa manière de voir ce que correspondrait pour lui le monde et sa division. Donc lui, il parle de ce premier monde, de ce deuxième monde, troisième, quatrième et cinquième monde, comme des espaces
qui ne correspondent précisément pas à ce qu'on nommerait le premier monde. Donc, je vais juste vous laisser regarder et le tout, et j'insisterai ici sur ce que lui, il nomme le quatrième monde, n'est-ce pas? C'est une place conceptuelle où les habitants autochtones des Amériques rencontrent les personnes déterritorialisées, les immigrants, les exilés, et ça occupe des portions de tous les autres mondes des autres mondes qui sont là. C'est depuis cette place conceptuelle-là que le travail de Guillermo Gómez Peña se réalise. Celle-ci est une image, peut-être. Est-ce qu'on pourrait fermer les lumières? Peut-être pas tout trop congelé, mais juste. C'est l'autre. C'est ça. Oui, voilà. Alors, vous avez ici une image du travail de Guillermo Gómez Peña. Il a créé un collectif d'artistes qui s'appelle La Pocha Nostra. La Pocha Nostra, en fait, rassemble des artistes d'origines différentes qui travaillent aux États-Unis, qui habitent aux États-Unis, et puis qui questionnent précisément cette identité hybride du migrant qui habite aux États-Unis. Donc, ceci est une image qui fait référence, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce mythe qui nous parle précisément de l'autochtone Moctezuma et puis Malinche, la Malinche qui est la femme, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, cette image-ci où c'est un Indien, n'est-ce pas, autochtone, qui, lui, il récupère sa femme après avoir été violé par l'espagnol, le conquistador espagnol. Donc, c'est une image à partir de laquelle Guillermo Gómez Peña a développé un personnage qui revient à plusieurs reprises dans ses actions et qui se présente comme une sorte de vision, disons, une vision qui construit autrement cette présence de l'autochtone au Mexique. Il faut que je vous dise, Guillermo Gómez Peña est métis, donc il a du sang autochtone, et puis pour lui, l'autochtone, aujourd'hui, la manière dont on traite l'autochtone dans la société, cette manière-là représente clairement la manière dont la société effectue l'exclusion, le processus d'exclusion. Donc, je voulais partir de cette première image pour vous introduire donc à cette notion d'exclusion, n'est-ce pas? Comment des artistes que je vous présenterai aujourd'hui sont des individus qui appartiennent à des groupes sous-privilégiés ou à des groupes sociaux minoritaires ayant subi donc soit la perte de lien social, soit la perte de leurs droits, la maladie, la précarité, l'isolement, la pauvreté et la violence. Oh, pardon. Oui, ça va. Nous allons écouter cette première vidéo. Waiting for Christopher Columbus to discover me for the 500th time. It's October 12th, midday, and the cameras are waiting like me. Televisa and CBS are ready to record history, or better said, to reinvent
enchanted. The fanfares of tourism are growing intense. My heart speeds up as my tongue writes, as my tongue goes physically crazy. Gold, physically crazy, gold, physically crazy, gold, physically crazy. But this time Columbus never arrived. Spain and Italy were so busy fighting over credits that the entire production was postponed till 1999. I go back to the city to think of a better text to put into practice. Cut. Alors, comme vous pouvez le voir dans cette vidéo, par exemple, qui est à caractère performatif, précisément, on peut découvrir le travail de cet artiste en voyant clairement comment il se sert du stéréotype, de tout ce qui serait la construction identitaire d'un individu, en incluant donc même ce qui est de l'ordre de la culture populaire, même du sensationnalisme qui pourrait être construit autour de l'identité de cet autre qui est perçu d'une manière particulière. Donc Guillermo Gómez Peña s'est toujours servi de ces éléments-là pour venir parler du comment on exclut, mais comment également lui, en parlant de ces éléments-là qui excluent, il vient inclure à travers donc des stratégies performatives. Guillermo Gómez Peña a toujours donc déclaré que pour les artistes d'aujourd'hui, ce qui restait le plus important, c'était de découvrir des stratégies favorables à un développement de formes créatives qui vont au-delà du spectacle. Et ça, c'est une notion extrêmement importante dans le travail de cet artiste-là. Comment aller au-delà du spectacle, du spectaculaire. Je vais continuer donc. Bon, pour ceux qui parlent, peut-être non, on va laisser tomber ça. Je vais revenir donc au texte. Quand Guillermo Gómez Peña parle de stratégie, pour moi, ceci, en tant que performeuse, ceci résonne, car je me pose moi aussi la question sur le comment, à travers notre pratique en art, nous pouvons créer une sorte de brèche à l'intérieur de laquelle on peut exprimer une pensée politique, une forme d'agir qui soit autre ou qui présente plutôt autrement le citoyen artiste.
C'est pour cette raison-là que moi j'ai décidé, au lieu d'utiliser le terme stratégie, de me servir du terme tactique pour définir ce que les artistes en performance réalisaient. Et vous allez voir la différence entre les deux termes, le terme tactique et le terme stratégie, qui a été proposé précisément par Michel de Certeau. Donc, dans les arts de faire, Michel de Certeau, n'est-ce pas, en 1980, va nous proposer donc une façon particulière de percevoir le concept de tactique. Pour de Certeau, la tactique est une manière de faire, une manière subtile dont les gens ordinaires résistent au système auquel ils obéissent. De Certeau se demande quelles sont les opérations des consommateurs, usagers supposés voués à la passivité et à la discipline, qui deviennent des tactiques de résistance. L'auteur répond à cette question en affirmant que chaque individu est un lieu où se joue une pluralité incohérente de déterminations relationnelles qui devrait créer une pluralité de manières d'employer les produits imposés par l'ordre économique dominant. Pour moi, cette définition faisait écho. Vraiment, je trouvais qu'il y avait un lien très très direct avec le type d'art qu'on réalisait en performance, plus particulièrement en manœuvre, intervention en espace public, intervention performative. Je me suis intéressée donc à ce que de Certeau affirmait sur la tactique, car il parlait très spécifiquement du comment on utilisait ces tactiques-là. Donc de Certeau affirmait que l'utilisation de ces tactiques, qui sont par ailleurs innombrables, naît de la nécessité de traiter et de guérir des socialités abîmées par la détérioration contemporaine du tissu social. Ce dernier structure sociopolitiquement l'espace institutionnel de façon à surveiller et discipliner l'opérateur. De Certeau parle de l'existence de manières de faire qui forment la contrepartie du côté des consommateurs, des procédés qui organisent la mise en ordre sociopolitique. Donc je me disais, comment accepter le fait que tout en étant une artiste, je suis également une consommatrice. Et comment, donc, à ce moment-là, essayer de réunir ces deux façons-là d'être dans le monde, d'avoir également dans le monde, de se déplacer à l'intérieur de celui-ci, tout en essayant de les réconcilier. Et c'est pour ça également donc que j'ai continué de travailler autour de la notion de tactique, de la performance perçue comme une tactique particulière. C'est une ruse, et de Certeau en a aussi parlé. De Certeau a développé donc sa notion de tactique comme une ruse humaine qui déstabilise indirectement les relations de pouvoir, en démarquant dans la société les forts et les faibles. La tactique, comme procédure, articule les conflits qui résultent de ces relations. Elle altère la raison du plus fort et politise les pratiques quotidiennes. Donc, vous voyez déjà dans cette définition de Certeau, vous voyez le comment de Certeau introduit donc la question politique à partir de cette idée du comment la pratique, à l'intérieur de la pratique du quotidien, il y a des façons de faire qui peuvent donc permettre donc à l'opérateur, n'est-ce pas, qu'il nommera plus tard le locataire de la culture, de politiser son action. Pour de Certeau, l'individu appartenant à la société de masse possède des façons de faire ingénieuses et créatives pour détourner les actions de consommer et de combiner
les objets qu'on lui vend. Je pense qu'à travers l'exemple que je viens de vous présenter, nous avons bien vu que cette combinaison précisément d'objets qu'on vend, n'est-ce pas? Vous avez vu à travers le personnage de Guillermo Gómez Peña comment il s'habille, comment il utilise donc ces objets qui sont des objets stéréotypés qu'on peut acheter à n'importe quel marché dans une ville du Mexique et qui représenterait donc le Mexicain. Il va combiner ces objets qu'on lui vend et donc procéder à les détourner à travers des actions particulières. Donc, l'auteur de Certeau décrit les tactiques comme des actions particulières posées par la grande partie des consommateurs qui, même s'ils sont nombreux, restent marginalisés dans la société, car ils deviennent des non-producteurs de culture. Alors, ce point m'intéresse énormément, car de Certeau parle précisément du comment ces individus-là restent marginalisés, sont des non-producteurs de culture, mais en même temps, à travers leur action, n'est-ce pas, ils peuvent trouver donc un espace où l'expression du politique peut avoir lieu. Afin d'illustrer donc le propos de Certeau, il donnait des exemples très simples comme celui de la perruque. Vous savez, quand par exemple on est au travail et puis au lieu d'être en train de travailler, on joue aux cartes avec l'ordi ou on fait toutes sortes d'autres choses. Donc, de Certeau disait que ces tactiques persistaient en dépit des mesures prises pour les réprimer, et qu'elle se produisait toujours en marge de ce que la société imposait à l'individu. Je vais donc peut-être vous donner un autre exemple, n'est-ce pas? Car je trouve ici intéressant de revenir sur ce concept du comment on réprime, comment une société impose une mesure, n'est-ce pas, à des individus, et ces individus-là, eux, répondent autrement à ces mesures prises-là. Je vais vous présenter donc le travail des Guerrilla Girls, qui sont des artistes américaines, donc toutes des femmes, qui, durant les années 80, se sont rassemblées et ont créé un collectif d'artistes qui a ce nom-là et qui sont devenus finalement très célèbres parce qu'elles ont questionné d'une manière extrêmement humoristique et en même temps très dure et directe la place de la femme artiste à l'intérieur du milieu de l'art. Donc elles ont questionné précisément comment le système de l'art fonctionnait et comment on excluait à l'intérieur de ce milieu-là la place donc de la femme, de sa pratique. Donc, je pense que plusieurs d'entre vous, vous connaissez cette affiche, et c'est une affiche qui change dans le sens où, selon l'endroit où elles vont, parce qu'elles travaillent énormément la question de la statistique, elles vont remplacer, donc ici, n'est-ce pas, le pourcentage selon, par exemple, l'institution qu'elles vont étudier et qu'elles vont donc, si vous voulez, dénoncer à travers leur travail. Je ne sais pas si vous arrivez à voir, je trouve ça aussi, c'est une autre affiche placée donc dans des espaces publics, toujours. Et puis, donc, bon, elle, comme je vous disais, elle questionne précisément cette place de la femme artiste. Je vais vous donner, peut-être vous présenter la vidéo. C'est une entrevue, hein, ce que vous allez voir. We were
a group of women artists in New York City who saw that things were getting a lot worse for women after the second wave of feminism had made it very temporarily a little bit better in the 70s. We were another generation, a younger generation, and we saw in the 80s. So we decided to do something about it. And we had the idea to put 2 posters up on the streets of New York City in the area where all the art galleries were. And the 2 posters kind of told what the facts were. And the facts at that time were in art galleries, in museums, there were almost no women artists being mentioned. Suddenly, everyone wanted to talk about these issues, and the Guerrilla Girls were born. When we formed, we decided to be anonymous. Very quickly, though, we found out that the anonymity was a secret of our success because the mystery of who we were was very delicious and seductive. The minute we put up our first posters, all these people wanted to talk to us. The press wanted to interview us, and we knew we needed some kind of disguise. So one day, one of our members was writing on a piece of paper, and she was writing Guerrilla Girls. But instead of writing gorilla, she wrote gorilla, and it was like the skies had parted, and we suddenly thought, hey, that's what we're going to do, wear gorilla masks. Let's confound the stereotype of what a woman's supposed to look like, and this is going to be our disguise. And it's just worked for us, so we've used it ever since. We don't do political art that, like a lot of political art, just points to something and says, this is evil. What we try to do is to find a new way into an issue, to twist it around and use humor, facts, and maybe change some people's minds. Whatever gender you are, you're part of your culture and subject to the forces of it. But when things change, it's always because some of the people say, hey, they examine it and they say, hey, this isn't right and we got to change this. Donc, comme vous avez entendu, les Guerrilla Girls, donc elles ont composé ce collectif-là à partir aussi d'une sorte de lapsus linguae que quelqu'un a fait en fait en écrivant, n'est-ce pas, au lieu de guérilla, ils ont écrit gorille. Et puis c'était pour elles, bon, la découverte de finalement quelque chose de très important qui leur a donné donc la possibilité de construire une présence performative particulière en utilisant des masques de gorilles donc en créant cette sorte de détournement également de ce que c'est l'identité féminine, n'est-ce pas, du féminin. Et à travers cette identité-là détournée, venir donc parler de la place de la femme artiste dans le milieu. C'est intéressant, je ne sais pas si vous avez remarqué, lors de cette entrevue, l'artiste dit qu'elles ne font pas d'art politique, c'est-à-dire qu'elles ne veulent pas pointer quelque chose pour la dénoncer. Mais qu'elles veulent plutôt essayer de créer une sorte d'espace, disons, où plusieurs sortes d'éléments provenant de leur expérience de femme peut donc se placer autrement dans cet autre espace qui est le milieu de l'art. Donc c'est dans ce sens-là aussi que je trouve intéressant de vous montrer ce travail-ci en lien avec les tactiques de Certeau, car les Guerrilla Girls ont toujours travaillé de manière nomade. C'est-à-dire elles ont toujours fait des interventions dans des espaces publics. C'était un travail plutôt, je dirais, in situ, donc soit à côté des institutions de l'art, à l'intérieur de l'institution de l'art sans avoir été invité, ou bien dans toutes sortes d'événements où la femme, pas seulement la femme artiste, mais la femme
femmes étaient présentes. Donc, elles ont toujours travaillé de manière nomade. Et puis, pour De Certeau, la tactique est une manière de faire qui correspond à un esprit nomade. Donc, je vais vous lire ce que De Certeau dit à ce sujet-là. Donc, la tactique, c'est une activité qui correspondrait à une manière de faire nomade. Elle ne possède pas de lieu fixe duquel diriger ses opérations. Manquant d'espace pour exister, toute tactique serait une ruse employée par le faible, se servant du rapport immédiat à tirer profit de l'occasion. Elle est une logique articulée sur la conjoncture et le vouloir de l'autre. Donc ça, c'est très important, parce que, à mon avis, ça introduit la manière dont certains artistes de performance vont se servir des circonstances qui les entourent. Et cette question circonstancielle est très, très importante. Je vais peut-être donc terminer. Oui. La tactique serait un fer qui tire profit de la circonstance qui l'entoure. Celle-ci devient lieu de l'altération, de l'improvisation d'un nombre de règles préétablies. C'est un lieu poétique et un lieu poétique et politique. La tactique instaure un présent relatif à un moment et à un lieu, posant ainsi un contrat avec l'autre dans un réseau de places et de relations. Devenant une procédure de créativité quotidienne, cette action minuscule compose également une micro-physique du pouvoir. Ces métamorphoses de la loi transformées en antidiscipline, déterminées par la circonstance et l'urgence conjoncturale, sont les arts de faire, du faire avec, pour De Certeau. Donc, je vais vous présenter ici, maintenant, le travail d'une autre artiste, femme, c'est Hannah Wilke, qui, durant les années 70 aussi, elle faisait partie du groupe de femmes artistes qui avaient énormément réfléchi sur la position de la femme dans la société et elle-même à l'intérieur donc du groupe de féministes radicales qui travaillaient à New York plus particulièrement. Elle s'est positionnée en, par exemple, créant un art dans lequel elle faisait des actions performatives qui étaient par la suite photographiées et où elle était toujours nue. Chose que ses collègues lui avaient énormément critiqué. C'était de précisément retourner à cet état d'objet de désir, n'est-ce pas, la femme nue que les Guerrilla Girls précisément dénonçaient, n'est-ce pas, tantôt, et se servir donc de ce corps nu pour faire son art. Donc, Hannah Wilke, elle a proposé un féminisme dans lequel, précisément, elle disait je me sers de mon corps nu parce que c'est précisément mon corps nu qui est l'objet directement utilisé comme objet de commerce. Et même dans l'art, je vais le réutiliser pour le détourner autrement. Donc, elle a créé des vidéos et des photographies donc à caractère performatif où on la voit toujours nue dans des espaces industriels et où il y a toujours donc une mise en relation avec un objet ou une machine qui est à l'intérieur de cet espace industriel. Et elle va toujours donc associer à ces images des textes comme ce que vous voyez ici. Le travail de Hannah Wilke a continué même au moment de son décès et de sa maladie, où elle a précisément photographié son corps en transformation, transformé par la maladie. Et elle a continué donc à travailler son corps nu et le présenter donc de manière performative au public. Donc voilà des exemples où ces espaces, l'exclusion, comme le disait Wilke, mon corps, maintenant qu'il est malade, se sent exclu, se sent à l'extérieur du monde. Est-ce que je peux encore l'inclure autrement?
Et voilà, donc c'est comme résultat, elle a travaillé autour de cette série de photographies où elle à nouveau utilise des objets qui sont mis en relation avec ce corps malade. Je pense que précisément avec ces photographies de Wilke, la question de l'agencement dans ses manières de faire, comment donc détourner par agencement, par manipulation, n'est-ce pas, est encore très très évident. Et pour De Certeau aussi, l'agencement est un élément essentiel lorsqu'il parle de tactique. De Certeau dit que cet agencement, cette manipulation, cette manière d'employer, c'est un mode de production que l'opérateur va effectuer de façon cachée et invisible. Se disséminant à l'intérieur des systèmes de production, il devient une forme différente de production qui contribue à l'invention quotidienne des consommateurs, manière de se réapproprier le système produit. Ceci met en évidence le caractère secret de la tactique. Alors, pour De Certeau, ce caractère secret, caché, invisible était essentiel dans ses manières de procéder dans le quotidien. Cependant, De Certeau, dans les arts de faire, va indiquer de manière particulière, n'est-ce pas, un type d'art de faire qui est celui réalisé par les artistes. Il parle donc des opérations des artistes. Parmi ces arts de faire, n'est-ce pas, donc De Certeau va préciser le caractère particulier des opérations des artistes. Celles qui établissent, entre autres, une esthétique de coup, une éthique de la ténacité, c'est-à-dire le refus de l'ordre établi par la loi, le sens ou la fatalité. Un style de résistance morale, c'est-à-dire celui qui détourne l'ordre effectif des choses à des fins propres, sans l'illusion qu'il va changer de sitôt. De Certeau fait cette précision aussi car les arts de faire de ces consommateurs-là qui donc travaillent de manière secrète ces tactiques-là deviennent tout d'un coup visibles, exposées à travers l'exhibition de l'image artistique. Et c'est de cette façon-là qu'il donc les sépare des autres arts de faire. Je vais vous montrer donc le travail de la chuladora. Chuladora, c'est un jeu de mots en espagnol. En espagnol, on devrait dire la luchadora, la lutteuse, mais elle fait une inversion et puis elle dit chula, chula qui est comme belle femme, ouais, chuladora. Donc elle dit je suis une chuladora. C'est une infirmière activiste mexicaine qui travaille à Tijuana et puis qui a décidé de réaliser des interventions dans toutes sortes d'espaces publics pour parler aux femmes, plus particulièrement les femmes qui venaient d'être déportées, qui subissaient donc ce moment-là de déportation et étaient à Tijuana sans argent, sans abri, sans liens familiaux, donc dans une situation d'exclusion totale. Et elle se dirige à ces femmes-là en portant ce masque-là de lutteuse. Ça fait référence à la lutte au Mexique, qui est un sport qu'on aime énormément. Et en portant ce masque, qui d'habitude est porté précisément par des hommes, elle va lire des textes qui portent sur toutes sortes de réflexion sur la situation de ces femmes migrantes, leur situation de santé qui d'habitude est très très précaire et en fait qui sont dans la population générale, je dirais, ce sont les personnes les plus démunies avec évidemment les enfants abandonnés par leur famille lors du passage vers les États-Unis.
Elle donne aussi des conseils donc, de santé de cette façon-là et elle s'est rendue compte que c'était une manière beaucoup plus intéressante et bien reçue par le public de précisément porter le masque et de non pas parler en tant qu'infirmière uniquement, d'utiliser une autre présence, une sorte de double présence, n'est-ce pas? Celle de l'infirmière, mais également du personnage qui, par un jeu de représentation, vient donc dire à l'autre le comment il peut sortir de la situation d'exclusion dans laquelle elle se situe. Alors, la Chuladora a été une artiste photographe, a rencontré la Chuladora précisément dans la rue lorsqu'elle faisait ces interventions-là. L'artiste mexicaine s'appelle Carmela Castrejón. Elle est photographe, performeuse aussi, et elle a proposé à la Chuladora de réaliser une série de photographies dans lesquelles elle est dans des espaces publics de Tijuana et elle se met en relation avec des hommes de la ville et elle raconte ce que c'est d'être une femme à Tijuana. Donc celle-ci est l'une des photos qui a été exposée récemment à l'Institut de la culture et des arts à Tijuana. Alors je trouve intéressant cette rencontre entre cet artiste et cet activiste-ci parce que là nous sommes vraiment dans un terrain où l'art et l'activisme se retrouvent et rentrent en dialogue. Donc une autre façon de, si vous voulez, exprimer le politique aujourd'hui. C'est précisément, je trouve, un exemple de ce qui serait un art de faire qui nous rappelle ce que de Certeau nous disait, comment fonctionner en créant une esthétique de coup, une éthique de la ténacité. Et là, je peux vous assurer que de la ténacité, il y en a lorsqu'on réalise ce genre d'action à Tijuana, que j'ai visité tout récemment, une ville frontalière où je pourrais dire la misère et puis le désir se retrouvent dans un même point, rassemblés de manière extrêmement dense. Et l'action que réalise cette infirmière est extrêmement tenace. Et pour terminer, donc, un style de résistance morale, n'est-ce pas? En parlant avec Carmela Castrejón, l'artiste de Tijuana m'expliquait le comment. Donc, c'était également difficile non seulement de continuer à faire de l'art dans des situations pareilles, n'est-ce pas? Et de rester dans un endroit pareil à défendre l'expression artistique. Je vais peut-être donc retourner à mon texte et je voudrais, ouais, c'est important quand même que je vous dise ceci parce que pour De Certeau, l'humain ordinaire, c'est-à-dire l'opérateur, est un locataire de la culture. Il n'interprète pas, il ne traduit pas et il ne réforme pas comme le ferait un expert ou un révolutionnaire. Mais il élabore plutôt une sorte de praxis qui poétise et politise la révolte individuelle en détournant et en s'appropriant du déjà existant. Les arts de faire que je vous présente aujourd'hui sont réalisés par des artistes qui, certaines fois aussi, se présentent comme des anti-héros. Et ça, n'est-ce pas, De Certeau le disait. Comment fonctionner comme un anti-héros à l'intérieur d'une société
de surconsommation. Je vais vous montrer l'exemple du travail de Manon Labrec, une artiste québécoise. Et ici, ce que vous voyez, c'est seulement la partie photographique d'un dispositif qui inclut une vidéo également, à laquelle je n'ai pas eu accès. Mais je vais vous expliquer l'œuvre. Donc, on voit l'artiste Manon Labrec quand elle était petite. Ici, nous avons donc le document qui l'identifie, n'est-ce pas? Et ensuite, nous avons la photographie de l'artiste au moment où elle a exposé la photographie et où elle essaye de se mimer elle-même, de retrouver le sourire de l'enfance. La vidéo qui accompagne cette photo, qui est située juste ici, qui serait située juste ici, c'est une vidéo dans laquelle on retrouve donc ce portrait de l'artiste et puis on la voit faire l'action, donc elle est sérieuse et puis elle commence donc à mimer ce sourire, essayer de le retrouver. C'est une action extrêmement simple qui nous rappelle, n'est-ce pas, comment l'identité de l'artiste est reliée à une identité, cette identité intérieure de l'individu, comment ces deux identités s'expriment à travers le performatif. Je vous donne cet exemple-ci car si tantôt on avait vu à travers les exemples des Guerrilla Girls, de la Chuladora ou bien de Guillermo Gómez Peña, comment certains artistes vont se servir précisément d'une sorte de double présence qui se construit à partir des objets qu'ils vont manipuler. Ici, nous avons vraiment l'utilisation d'une double présence qui se construit à partir de ce que Louis Marin va nommer l'effet de sujet. Donc, l'effet de sujet, c'est la représentation à travers d'un document, la représentation identitaire qui redouble la présence et l'amplifie à travers le document identitaire. Donc, c'est une autre façon de manipuler et d'agencer, n'est-ce pas, l'identité performative. Je vais peut-être... Ouais. Je vous montre ce travail-ci parce que il est un peu... il fait fonctionner le dispositif performatif autrement et présente, si vous voulez, l'artiste comme, oui, une sorte de anti-héros, un humain ordinaire, n'est-ce pas, qui possède un document comme tous les humains ordinaires, qui essaye lui-même, dans ce cas-ci elle-même, de se retrouver dans une subjectivité qui irait donc au-delà du document, une subjectivité qui renvoie donc l'artiste à une recherche de sa présence, à une recherche de ce que signifie d'être dans le monde. Dans ce sens-là, être dans le monde en détournant précisément nos documents d'identité et ce que cela signifie. Je vais continuer donc la présentation avec le travail d'une artiste, Tania Ostojic, qui, elle, précisément, a élaboré une pratique en performance qui porte précisément sur ce que c'est son identité nationale, culturelle également. Pendant 5 ans, Tania Ostojic a produit cette sorte c'était des cartes qui ont voyagé un peu partout dans le monde, sur Internet, on les voyait. C'est une sorte de carte aussi identitaire qu'elle-même s'est créée et dans laquelle, en fait, c'est une application
qu'on peut remplir. Elle nous renvoie donc à une adresse internet où on peut remplir un formulaire parce qu'elle cherche un mari avec un passeport américain. Cette performance a commencé à partir du moment où l'artiste avait été invité à plusieurs reprises aux États-Unis et puis on lui avait refusé l'entrée aux États-Unis. Elle vient de l'ex-Yougoslavie, exactement, je ne me souviens plus le nom de sa ville natale. Mais bon, donc après ces refus-là, elle a décidé de réaliser cette action-ci en disant, bon, une fois que j'aurai mon passeport américain, je pourrai rentrer aux États-Unis. Donc, une manière extrêmement ironique de rappeler précisément l'exclusion frontalière. Le projet a duré 5 ans. Et l'artiste a trouvé son mari. Ils se sont mariés et ils ont divorcé, je pense, 3 mois plus tard. Je ne sais pas si c'est un artiste, en tout cas c'est quelqu'un qui provient du milieu de l'art et qui s'est prêté donc de manière volontaire à jouer donc, ce jeu performatif-là. Donc, ici, on retrouve dans le travail de tous ces artistes que je vous ai présentés, on retrouve vraiment, à mon avis, un monde conflictuel, n'est-ce pas, qui est produit, qui est issu de l'exclusion et qui, à travers l'agencement aussi de cette manière de gérer le conflit, on voit comment volonté et désir opèrent de manière différente dans le monde. Je pense que c'est très très important, là que je mentionne la volonté, le désir, de dire que ces artistes, l'exposition ou l'exhibition de leurs images sont possibles grâce au fait qu'ils décident d'être des acteurs et non pas au contraire, d'accepter la situation dans laquelle on les amène à arrêter d'agir. Dans ce cas-ci, l'exclusion. Et leurs actions sont également possibles parce que il y a quelqu'un d'autre qui les observe. Dans le cas de l'artiste dont la pratique on vient de la voir, la personne qui a décidé de jouer le jeu du mariage avec elle, c'est un bon exemple de participation de cet autre qui regarde et qui accepte donc de rentrer dans ce monde du conflit également qu'amène l'exclusion et l'expression de cette exclusion-là. La rencontre avec cet autre, c'est une rencontre de type intime. Même si nous exposons dans des musées ou des espaces publics, des galeries, la rencontre avec le spectateur sera toujours une rencontre de type intime. Et cette intimité est susceptible de devenir un principe de révolte. Donc je ne parlerai pas ici de révolution, mais de révolte. Le comment à l'intérieur de l'individu même, on peut donc se positionner en tant qu'être humain et qu'être vivant. Pour parler précisément de ces notions d'acteur, l'acteur, n'oublions pas, c'est un agent et un patient. Il doit accepter le fait d'être agent et d'être patient et de changer de rôle tout le temps. Je voudrais vous présenter le travail de l'artiste polonais Krzysztof Wodicko, qui, lui, il est reconnu aussi internationalement pour un travail des fois de type performatif, d'autres fois de type relationnel, en ayant travaillé avec des communautés de personnes exclues. Et il réalise aussi des interventions dans lesquelles la technologie
est extrêmement importante et devient prothèse pour l'humain. Je vais vous montrer le Disarmor Project qui a été fait au Japon avec des adolescents japonais. Tout le dispositif technologique a été conçu au MIT et dirigé, conceptualisé par l'artiste. Donc, ce que vous voyez, c'est une photographie avec deux adolescents qui ont accepté de participer au projet de l'artiste. Il s'agissait donc de se déplacer dans des espaces publics en portant cet objet technologique. Vous avez ici un miroir, une caméra, un miroir qui vient donc prendre l'image des yeux de l'adolescent. Et nous avons ici un micro qui permet donc à travers ce haut-parleur de diffuser la voix, amplifier la voix de l'adolescent. Vous allez voir dans la vidéo. J'interromps et puis je vais reprendre ce que l'adolescente est en train de dire dans un restaurant. En fait, elle raconte le comment c'est difficile pour elle d'être une adolescente dans sa famille, le comment ses parents ne l'écoutent pas et puis comment c'est difficile pour elle de contester quoi que ce soit. Donc dans les familles traditionnelles japonaises, on sait bien l'adolescence, sa place est vraiment la place de l'exclusion. Il ne doit que obéir. Et ce que Wodixco cherchait avec ces habits prothèses, c'était de permettre précisément à ces adolescents-là de raconter leurs histoires, leur vécu de l'exclusion à l'intérieur du sein même de la famille, n'est-ce pas? Donc, et les rendre publics à travers les interventions dans ces espaces publics. Donc ça, c'est un autre type de performance, n'est-ce pas, qui est d'ordre plus relationnel, c'est-à-dire un artiste entre en relation avec une communauté, un groupe de personnes qui, rassemblées par un intérêt particulier, vont opter de réaliser une action ensemble. Donc, je vais juste vous laisser terminer.
je trouve cette œuvre très très importante dans le contexte où elle est réalisée parce elle exprime autrement, n'est-ce pas, le comment être présent sans avoir à montrer un visage de manière directe dans le cas des adolescents. Au Japon, les adolescents, comme je vous disais, n'ont pas le droit de contester leurs parents et des fois aussi, ils n'ont pas le droit de regarder directement dans les yeux des autres. Donc, vous voyez, tout l'habit lui-même, il a été conçu de façon à permettre à ce que ce regard indirect soit présent et évident. Ceci est un exemple donc de ces arts de faire, n'est-ce pas, qui se produisent dans une intimité entre toutes sortes d'acteurs, qui sont des agents et des patients. Et qui, dans ce sens, me rappelle ce que Hannah Arendt nommait art d'exécution. L'art d'exécution est un type spécifique d'action caractérisé par un produit qui est identique à l'acte qui s'exécute. Arendt affirme: le théâtre et toute forme d'art qui implique le corps est un art politique par excellence. Nulle part ailleurs la sphère politique de la vie humaine n'est transposée en art. De même, c'est le seul art qui ait pour unique sujet l'homme dans ses relations avec autrui. C'est d'un tel type de dynamique que surgirait la puissance, et c'est un concept très important pour moi de vous le présenter aujourd'hui. La puissance est ce qui jaillit parmi les hommes lorsqu'ils agissent ensemble dans l'espace de l'apparence et retombe dès qu'ils se dispersent, nous dit Arendt. Ceci laisse entendre que l'action appartient non seulement à celui qui agit, mais également qu'elle n'est possible que grâce à ceux qui sont présents quand elle se réalise là où elle s'actualise. Alors, je vais continuer cette présentation-ci en vous montrant d'autres types de façons de déployer cette puissance-là, de ce type d'art de faire, d'art d'exécution. C'est le travail de Krasimir Krastev, Rassim, dit Rassim, parce qu'il a créé une marque, en fait, une marque enregistrée, la marque Rassim. C'est un projet performatif qui a duré au total pour l'entraînement physique 2 ans et qui s'est poursuivi par la suite. Donc vous voyez ici l'artiste avant les corrections. Il faut que je vous dise, c'est un artiste provenant de la Bulgarie et qui fait son travail donc après la chute du bloc soviétique et du bloc communiste, et qui se pose la question, il a beaucoup écrit, il y a beaucoup d'écrits au sujet de son travail, mais que lui-même il a réalisé aussi, où il nous dit qu'il se posait la question à savoir comment se présenter en tant qu'artiste dans un monde capitaliste. Alors, il a suivi un entraînement très très fort, très dur en physiculturisme pour se transformer, donc ici, comme il dit, après les corrections, dans cet homme qu'on voit dans la photographie. Et ça fait partie des vidéos qu'il a créées pendant son entraînement. À nouveau avant et après. Et donc à travers cette nouvelle image de cet homme qui rentre dans le monde capitaliste, crée donc une marque. Son identité devient une marque, un produit donc qui sera vendu dans le marché capitaliste. Donc à nouveau la question de la représentation identitaire de l'artiste, n'est-ce pas, et le comment il perçoit l'exclusion et l'inclusion
d'une manière aussi avec un humour noir très 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 fort qui donc l'amène même à transformer son corps et son apparence physique pour obtenir cette nouvelle image de lui. Donc, ce que vous voyez ici, ce genre d'images ont été placées dans toutes sortes de magasins de vente de produits qui venaient, c'était surtout des magasins où des marques multinationales, des multinationales étaient vendues. Et de même dans les revues d'art, les magazines d'art. Donc ça a été vraiment toute une campagne publicitaire qui a duré plusieurs années, de façon donc à vendre donc cette image de l'artiste dit communiste qui se transforme en capitaliste. Un autre exemple de performativité qui nous rappelle la présence de l'autre, l'identité de l'autre, c'est celui de l'artiste colombien Wilger Sotelo. Wilger Sotelo, de la même façon que Wodixco a lui travaillé avec des adolescents japonais, lui il a décidé de travailler avec ses amis du quartier, un quartier très très pauvre de la ville de Cartagena, une ville touristique colombienne. Et il a demandé à ses amis, des amis d'enfance, de venir lui montrer les armes qu'ils utilisaient pour soit tuer, voler, en tout cas infliger de la violence, n'est-ce pas, sur les autres. Donc il a rassemblé ces images, il a photographié les outils, les objets que ces personnes-là utilisent pour réaliser leurs actions, et leur a demandé également de raconter comment, quand est-ce qu'ils étaient nés, quand est-ce qu'ils utilisaient, de quelle façon ils utilisaient l'arme, et c'est ça la description en général. Ici, comme vous voyez, l'artiste, lui, il a transcrit, n'est-ce pas, ces histoires, ces récits-là. Mais ici, vous avez vraiment, c'est les gens eux-mêmes qui ont écrit, qui ont fait les commentaires, les écrits, les ont écrits à côté de la photographie. Donc, c'est sûr que c'est rempli, c'est en espagnol, mais c'est rempli de mots qui proviennent du jargon des gangs de rue de Cartagena. Et je vous présente cet exemple-ci parce que c'est une œuvre d'art relationnel également qui nous parle de la présence d'un absent. Cette présence se fait à travers, n'est-ce pas, l'objet, cet objet personnalisé par son usager, ainsi que à travers les mots écrits de cette personne-là. Donc une autre façon de venir exprimer depuis une situation où la violence s'exerce de manière extrêmement radicale, et qui nous parle de ces individus qui donc vivent dans des situations d'exclusion et qui se présentent dans la société, donc qui présentent cette exclusion-là à travers la violence qu'ils vont infliger dans la société. Je vais vous donner un dernier exemple, mais peut-être donc revenir
à ce que Louis Marin nommait effet de présence et effet de sujet. Je vous ai parlé tantôt de puissance, n'est-ce pas? La puissance, donc, elle se crée, comme je vous disais, parce qu'il y a une action qui appartient non seulement à celui qui agit, mais qui est possible grâce à ceux qui sont présents et donc où l'action s'actualise. Mais les images performatives que j'ai identifiées comme des tactiques de résistance à l'exclusion me permettent d'interpréter un certain type de puissance, d'action, par l'effet de présence ou l'effet de sujet qu'elle provoque. Donc, je vais peut-être vous parler un peu de ce que Louis Marin nommait l'effet de présence. C'est un type de représentation très particulier qui est simulacre du même, valeur de substitution. L'effet de présence a le pouvoir de rendre, comme je vous disais tantôt, présent l'absent. Cette présence déclasse l'absence et la mort. Ainsi, la représentation va reproduire en fait. Marin donnait l'exemple, n'est-ce pas, de ce type de représentation en prenant l'image du portrait peint d'un individu. Et je pense que je vous ai donné donc plusieurs exemples de ce type d'effet de présence à travers précisément ces images d'autoportraits que tous ces artistes ont réalisés. Pour terminer, donc, je vous présente le deuxième type de représentation dont nous parlait Marin, qui était celui qui produisait un effet de sujet, c'est-à-dire une représentation qui redouble une présence parce qu'elle l'intensifie. Elle l'intensifie car elle a le pouvoir d'instituer, d'autoriser et de légitimer. C'est le cas, par exemple, précisément des documents d'identité, n'est-ce pas? Puis je vous ai donné donc plusieurs exemples de ces pratiques qui se servent de ce que c'est le document d'identité. Alors voilà, je voulais vous présenter ces deux types d'effets de présence, effets de sujet, qui font partie de ce que j'ai nommé les tactiques de résistance à l'exclusion. Et pour conclure, je vais vous laisser juste avec les images de Francis Alice, un artiste d'origine belge qui a développé tout son travail au Mexique et qui a réalisé cette action à Lima après avoir visité les espaces périphériques où habitent précisément les gens les plus pauvres de la ville. Ça s'appelle « Quand la foi bouge des montagnes ». Je ne sais pas c'est quoi l'expression, mais le Christ, c'est biblique. Le Christ qui dit « la foi est capable de bouger une montagne ». Non. Alors, il est allé à Lima. Et il a vu dans ce processus de désertification que vit la ville de Lima, de comment les gens les plus marginalisés et totalement exclus de la société venaient donc occuper ces espaces-là sans eau potable, sans électricité, et a proposé à 500 personnes de réaliser l'action que vous allez voir. Estábamos en el centro de estudiantes con unos amigos y de pronto aparecieron por la escalera un mexicano, un belga y un profesor de aquí de la facultad, buscando precisamente a algunos alumnos que los ayuden a iniciar esta idea que era el mueve una duda, que en un inicio a todos les pareció una locura.
pucha, caramba, esa gente viene acá, pierde el tiempo, viene acá a hacer sus vainas, y no hay dudas en México, no. Hay buenas cosas y malas cosas. ¿Cuáles son los malas? Malas que es que por eso basura. ¿Esas son las buenas o las malas? Las buenas no me morí. Lo que vamos a hacer es en realidad muy sencillo. Vamos a formar una enorme cadena, una hilera de cerca de 800 personas, con unas palas con las cuales vamos a tomar una pequeña cantidad de vida cada uno de ellos. Llegaremos al tope de la vida y empezaremos a bajar. Y de esta manera, lo que va a suceder es que la superficie de la vida va a cambiarse al otro lado en sí mismo, va a indicar que la vida se moverá. Al principio pensé que era una gran tontería, ¿no? O sea, es una piedra, una rocaza. Pero de ahí, o sea, me involucré más y me gustó más la idea porque, o sea, el hecho de participar entre un grupo de gente, ¿no? Todos estuvimos de acuerdo, vamos a ir porque queremos ir. Cada cual con su motivo. El convencimiento mayor fue de uno en uno, o sea, de decirle a un amigo y ese amigo le decía a otro, y es así como juntamos a toda la gente que fue. Llegamos, estuvimos casi en medio de todavía pueblo joven. Me extrañó y dije, bueno, y de ahí cuando subimos la loma, llegamos a la parte de atrás y empezamos a subir, más cuando, o sea, cuando llegamos a la parte de arriba y empezamos a bajar, me presté atención más a las casas, ¿no? A la gente que vivía ahí. No sé, me dio un poco de, no lástima, por lo menos me dio que pensar. Creo que refleja un poco la realidad de los países latinoamericanos, esas constantes inundaciones, esa expansión urbana que existe en toda Latinoamérica. Y yo creo que la ciudad que tenemos ahora no sería la que estamos viendo, que de hecho no es la mejor del mundo. No es para nada. Pero Lima no sería Lima, pues sin la migración, al menos la Lima que yo conozco. Je voudrais juste, comment je fais pour avancer? Pero cuando llegué y vi... Donc voici l'action, donc 500 personnes au total, qui avec une pelle vont faire bouger la surface de la montagne. Pero un grupo humano, partiendo de su fe, puede proponerse hacer algo que, bueno, de cualquiera resulta un imposible, pues, algo absurdo, algo que sale por completo de lo racional, digámoslo así. Cuando uno se ha metido en una empresa para hacer algo y hay que apagarlo. Ese día, cuando participamos, tuvimos un juicio de que está el sol. Alors, je conclus ma présentation avec ce type de pratique dans laquelle le relationnel, le performatif et le contextuel interviennent pour créer précisément une présence très particulière qui est de l'ordre du collectif
et qui donc nous rappelle l'effet pouvoir de la représentation, c'est-à-dire des signes de la force qui n'ont besoin que d'être vus pour que la force soit crue. Ces actions génèrent un effet pouvoir, une force intrinsèque aux actions performatives qui exprimerait la forme poétique du passage d'un état d'exclusion vers celui de l'inclusion. Ce passage signifierait effet politique et réinsertion dans le monde. Si jamais vous voulez écouter le film au complet, réalisé par Francis Alice, je vous conseille tout simplement de visiter le site de Ubu Web, un site très intéressant où vous pouvez trouver toutes sortes de formes d'art expérimentales qui sont donc archivées et documentées. Pues arriba. Se contemplaba toda la inmensidad. Merci beaucoup. Merci.